Du bien-être animal, qui est souhaité par tous, a un coût. Et la question qui se pose, c'est est-ce que ce coût est pris en charge par les intermédiaires et par les consommateurs? Et donc, assez brutalement, est-ce qu'il est non seulement éthique, mais rentable d'améliorer le bien-être animal? Alors, pour traiter ce sujet, j'ai autour de moi trois personnalités remarquables avec qui j'ai le privilège d'avoir des relations de travail et de coopération. Dans l'ordre des présentations, Hervé Guyomard est directeur de recherche à l'INRAE, mais aussi président du laboratoire d'innovation territoriale Ouest Terre d'élevage, l'ITWESTEREL, qui rassemble pour une modernisation des éleveurs, des ONG, des domaines scientifiques et qui a donc une dimension économique autant que scientifique. Puis Séverine Fontaine, qui est directrice qualité filière animale chez Carrefour et qui est à l'interface entre les filières de production et les consommateurs. Et donc, qui voit si les consommateurs qui disent qu'ils sont favorables au bien-être animal, à 90%, sont prêts à en assumer concrètement la conséquence, c'est-à-dire à prendre en charge et à payer le surcoût qu'impliquent les progrès du bien-être animal. Et enfin, Loïc Hénaf, président du directoire du groupe Hénaf, qui est un groupe en charge de production, notamment porcine, et qui est remarquable par le fait qu'il a mis en place des objectifs de responsabilité sociétale et environnementale ambitieux, et qui n'a non seulement mis en place des objectifs, mais qu'il en mesure la réalisation de façon concrète, et donc qui est engagé dans ce domaine, mais qui est aussi un chef d'entreprise et qui a de ce fait une responsabilité économique et financière. Donc, trois acteurs majeurs pour parler de assurer le bien-être des animaux est-il rentable? Et je donne la parole en premier à Hervé Guyomard. Hervé. Merci beaucoup, Louis. Donc, je vais essayer de répondre un peu à la question quand même. Donc, la question est importante, évidemment. La question est difficile. Je n'ai pas la prétention de pouvoir apporter une réponse définitive, mais je vais essayer quand même d'apporter des éléments de réponse. Et j'ai essayé de structurer cette première intervention rapide sous forme de 5 points. Alors, le premier, c'est pour rappeler des choses que vous connaissez toutes et tous, c'est qu'il y a une préoccupation croissante des citoyens dans les pays développés, dans l'Union européenne, en France, pour le bien-être animal. Alors, et après je vais rajouter un peu des points, dans un contexte au mieux où il y a stagnation de la consommation individuelle de produits carnés. C'est vrai dans les pays développés, c'est vrai en France, c'est vrai dans l'Union. Et du coup, la première question que je pense qu'on analyse en tant que chercheur ici en économie, ce que je suis, c'est de déterminer dans quelle mesure cette préoccupation concourt, c'est ce qu'a dit Louis dans l'introduction, à la stagnation en fait, de la consommation, voire à la baisse. Ce qui renvoie en fait à des questions sur comprendre les comportements d'achat. Je laisserai Séverine parler mieux que moi de cela, de non-achat, et d'avoir la détermination des consentements à payer des consommateurs pour des produits animaux qui seraient plus élevés en matière de bien-être animal. Et le deuxième point que je voulais vous dire, c'est que par rapport à ça, que la préoccupation, elle est quand même nettement moins présente dans d'autres pays, en particulier dans les pays les moins développés de la planète, où les consommations augmentent, donc vous avez exactement en fait l'évolution inverse. Et donc va se poser la question pour l'élevage, mettons français, si c'est ça qui nous intéresse, de servir plusieurs marchés simultanément avec des tendances différentes de marché, et surtout les risques de distorsion de concurrence de la part du pays exportateur qui pourrait être moins disant sur ce bien-être animal. Et du coup, ça va rejaillir sur qu'est-ce que va être le niveau de bien-être animal au total. La deuxième chose, c'est que le bien-être animal, c'est un bien public global, et il est insuffisamment pris en compte par les seuls marchés. Alors, un bien public, de façon générale, c'est que si Louis, par exemple, mange
un poulet étiqueté A qui a des conditions de bien-être augmentées, moi, je ne mangerai pas le même poulet, enfin pas tous les jours, toujours, je ne mange pas tous les jours avec Louis, mais je serai plus content. Donc c'est une externalité. Et c'est un bien public global, parce que Séverine aussi sera plus contente, mais quelqu'un en Amérique du Sud sera aussi plus content, même si c'est peut-être moins que proportionnellement. Donc c'est un bien public, et c'est un bien public global, et du coup, il ne faut pas laisser les seuls marchés, en tout cas c'est ce que dit la science, parce que vous n'allez pas prendre en compte l'intérêt des agents qui ne mangent pas et qui accordent une valeur élevée au bien-être animal. Et c'est aussi difficile parce que vous n'avez pas de possibilité d'établir un lien clair entre la qualité du produit et les conditions d'élevage et les conditions de bien-être, ce qui pose des problèmes. Donc il y a une légitimité à l'intervention publique qui est aujourd'hui faite essentiellement sous forme de réglementation, et à la fin je vous dirai un peu comment on peut améliorer ça. Et il y a une légitimité parce que c'est global de faire ça, si possible au niveau du monde, au moins au niveau européen, non seulement pour des raisons économiques, mais aussi pour des raisons de bien-être, pour ne pas avoir ce qu'on appelle des fuites de bien-être par augmentation d'importation de produits animaux en provenance de pays qui appliquent des règles qui seraient plus faibles que les nôtres. Le troisième point, c'est qu'aujourd'hui, donc, les pouvoirs publics, partout dans le monde ou presque, interviennent sous la forme de standards, de normes, de réglementations. Et la question, c'est est-ce que c'est suffisant et est-ce que vous devez faire plus que ça, et plus que ça, y compris en utilisant d'autres instruments. Alors c'est là que la question est très difficile, parce que la science, comme l'a dit Alain, ou la science économique, qui est une science aussi en passant, voilà, ne peut pas définir à elle seule ce qu'est le niveau de bien-être optimal que désire la société, même si on peut y concourir. Et donc, aujourd'hui se développent des initiatives privées, voilà, sur lesquelles je vais revenir, privées, publiques, alors sous forme notamment d'étiquettes qui se développent un peu partout dans le monde, et il faut voir qu'est-ce que ça va donner. Mais est-ce qu'il faut aller plus loin? En fait, par exemple, en intervenant sur taxes et subventions, et je dirais un mot là-dessus. Alors, assurer le bien-être des animaux est-il plus rentable? Quatrième point. Si vous augmentez les conditions de bien-être, vous allez augmenter les coûts fixes ou les coûts variables, dans des proportions différentes selon les critères, mais de toute façon, vous allez augmenter. Du coup, il y a des initiatives privées là, qui essaient de faire cela, donc de valoriser le bien-être. A priori, ça ne pose pas de problème dès lors qu'elles trouvent leur marché. Mais d'un point de vue d'économie publique, ce que je suis, voilà, il y a quand même des problèmes auxquels il faut faire attention. Il y a un risque de ce qu'on appelle la régressivité, c'est que vous allez servir, entre guillemets, les consommateurs qui peuvent payer. Donc, les consommateurs les plus pauvres peuvent être défavorisés. Donc, il faut faire attention. La deuxième, c'est comment vous répartissez les surcoûts entre les différents maillons des filières. Et la troisième, c'est est-ce que ces initiatives privées ne vont pas conduire à des normes publiques, et c'est sans doute souhaitable, mais avec des conséquences que cela peut avoir si vous allez trop vite ou trop lentement, et ce n'est pas du tout les mêmes acteurs qui seront défavorisés. Cinquième point, esquisse d'une situation un peu optimale pour la rentabilité et répondre à la question. Donc il faut intervenir, je répète, parce que c'est le point essentiel, il faut intervenir à l'échelle globale, voilà, et à défaut, si vous ne pouvez pas le faire, il faut appliquer des règles aux frontières identiques par rapport aux pays tiers, et y compris dans l'Union, il faut appliquer des règles identiques dans l'Union européenne vis-à-vis des autres États membres. Après, je m'aperçois que j'ai pris une couleur que moi, je n'arrive pas à lire. Voilà, donc bon, ça ne fait rien, je vais essayer de faire. Ça, c'est de ma faute. Hein, voilà. Bon, voilà. La deuxième chose, les principes, c'est vous allez appliquer le principe pollueur-payeur et le principe bénéficiaire-receveur, hein, ou fournisseur-bénéficiaire. Hein. Et en gros, ce que ça veut dire, c'est que il faut définir un niveau minimal en dessous duquel les acteurs des filières vont devoir respecter des critères minima. C'est ça qu'on appelle le principe pollueur-payeur. Et la réglementation revient à appliquer ce principe-là, même s'il n'y a pas de taxe. C'est de façon implicite, parce que ça augmente vos coûts et ça augmente vos coûts d'opportunité. Alors, il ne faut pas exclure des taxes si ça peut être plus efficace, mais il vaut mieux les garder dans le secteur agricole pour récompenser les meilleurs élèves et pour inciter à l'innovation. Et un point qu'on oublie, il faut introduire des solidarités entre les maillons des filières. À l'exemple de ce qu'on appelle aujourd'hui dans l'agriculture les certificats d'économie de produits phyto. Je sais que c'est compliqué, on concourt à ce que ce soit compliqué en passant, mais il faut aider ça. Ça oblige par exemple à ce que l'amont, il offre des solutions et il soit pénalisé s'il n'offre pas des solutions, et que l'aval de l'élevage aussi contribue par exemple en finançant l'amont. Le principe fournisseur-receveur, il faut subventionner dès lors que vous faites des efforts au niveau supérieur à la norme,
Et c'est là qu'il faut mobiliser la PAC, parce qu'en gros, c'est là que sont les ressources budgétaires. Et on peut voir avec plaisir que dans le compromis qui a été trouvé hier matin à 3h30 par le Conseil des ministres agricoles, ils ont réintroduit dans le premier pilier de la PAC la possibilité de mettre des subventions au bien-être animal en plus du climat et de l'environnement, et c'est une très bonne chose. Deuxième point, il faut passer à une obligation de résultat et pas seulement de pratique. Dit autrement, pour le contribuable, c'est bien qu'il y ait de la paille, par exemple, à condition de montrer que ça améliore vraiment le bien-être. Et donc, il faut passer au résultat. Et après, la question, c'est la ligne de partage entre les deux principes. Et c'est là qu'il faut travailler tous en même temps. Et c'est là, par exemple, que l'on travaille de concert entre l'association AEBA ou les associations d'ONG et tous les acteurs et ceux qui sont dans le litre stérel. Merci. Merci Hervé. Séverine. 5 à 10. Bonjour à tous, donc Séverine Fontaine, je suis directrice qualité des filières animales chez Carrefour. Merci beaucoup Louis de m'avoir invité à intervenir sur ce sujet ô combien simple. Donc assurer le bien-être des animaux est-il rentable? En introduction, mais vous avez déjà vu ces diapositives et on en a déjà parlé, un consensus, les citoyens sont de plus en plus sensibles au bien-être animal et peu satisfaits, pas assez satisfaits aujourd'hui. Donc je vous ai reproduit ici différents sondages qui ont lieu de façon répétitive et ce dont on est certain, c'est que cette notion de bien-être animal monte dans les rangs de critères d'achat de nos concitoyens. C'est un sujet qui est de plus en plus important. Je reciterai le succès du RIP, 800 000 inscrits, le succès de l'initiative citoyenne pour l'arrêt des cages européenne. Et puis là, c'était un sondage réalisé dans le cadre du LIT qui nous indiquait que 64% des consommateurs étaient prêts à payer pour des produits labellisés bien-être animal et santé. Pourquoi Carrefour? Pour une entreprise comme Carrefour, puisque la rentabilité, je vais l'exprimer au niveau de Carrefour, est-il indispensable d'améliorer le bien-être animal? Donc le premier point, je l'ai dit, c'est une demande croissance de nos clients. Attention, même si effectivement dans les demandes le bien-être animal monte, le prix reste un élément très important pour une partie des concitoyens. Et nous ne devons pas, en tout cas, éviter dans le débat ce sujet. Les attentes sont également parfois contradictoires vis-à-vis de la production animale. On va avoir plus d'attentes sur une pièce de jambon qui sera donnée par exemple à des enfants que sur une côte de porc. Or tout ça, ça vient d'un même cochon et au bout d'un moment, si on veut optimiser le prix, il va bien falloir travailler l'équilibre matière et donc expliquer et travailler dans ce sens-là avec nos consommateurs. C'est notre stratégie chez Carrefour. Alexandre Bompard a placé l'objectif que nous soyons leaders de la transition alimentaire pour tous. On est obligé d'intégrer le bien-être animal dans cette transition alimentaire en tant qu'impact RSE majeur. Et puis nous devons protéger notre entreprise. Donc certains de nos axes visent tout bonnement à protéger l'image de notre entreprise. J'y reviendrai par la suite. Une demande croissante de nos actionnaires. Ce sujet est de plus en plus noté. Regardez, on nous demande des comptes. Nous avons publié également en octobre notre premier reporting bien-être animal. Nous en sommes fiers puisqu'effectivement, on va aussi vers de la transparence. On ne dit pas qu'on est bon partout, mais on dit qu'on veut s'améliorer et on dit où on en est. Et les marches qui nous restent à atteindre. Enfin, en plus, une démarche éthique. Dans nos équipes, nous avons des personnes de plus en plus jeunes, motivées sur ce sujet, qui nous demandent en tant qu'entreprise de bouger sur ce sujet. Et puis, il y a des hommes et les femmes dans l'entreprise qui ont à cœur de porter ce sujet, qui le pensent indispensable d'un point de vue éthique et sociétal. Et puis, il y a nos groupements d'éleveurs, nos éleveurs avec qui on est en contact tous les jours et qui avancent sur le sujet, qui sont volontaires pour avancer sur le sujet. Et notre rôle est de les accompagner au mieux dans cette transformation. Notre politique, je ne vais pas du tout revenir sur les 10 points, mais je voulais juste exprimer via notre politique groupe la complexité du sujet. Ça a été dit en introduction, c'est un sujet très complexe qui va de l'antibiorésistance que nous avons intégré dans le sujet, on y tenait, au transport, à l'abattage, à la transformation des modes d'élevage, c'est sur le site internet, réduire le stress, diminuer les mutilations, interdire la douleur. Donc c'est des sujets très vastes avec des positionnements actuels des filières
très diverses. On n'est pas du tout au même point sur une filière poulet aujourd'hui, œufs ou porc, par exemple. Donc nous devons adapter nos plans de progrès aux différentes filières. Comment on s'y prend? Nous avons choisi d'aborder le sujet sur 3 piliers. La sécurisation, la transformation et la valorisation. La sécurisation, pourquoi? Parce qu'il est aujourd'hui indispensable d'assurer l'absence de maltraitance. C'est notre premier palier. Et donc nous voulons prouver à nos consommateurs, les rassurer sur ce sujet. Et il y a beaucoup besoin de communication sur ce sujet. Il y a des engagements, donc on a mis dans ce sujet l'arrêt des cages, assurer un abattage digne, et pour rassurer nos consommateurs, nous avons mis en place une convention avec l'OABA pour organiser des audits spécifiques sur ce sujet, travailler en premier niveau l'absence de douleur et auditer, parce que pour nous c'est un point, et c'est lié à l'étiquetage, on y viendra après sur la valorisation, qui permet de rassurer, d'expliquer et de nous assurer de la conformité de nos approvisionnements. Transformer, j'y viendrai en 3e parce que c'est de loin le plus complexe. Valoriser, notre rôle c'est de capter les innovations, les offres exemplaires sur le sujet, de dynamiser l'innovation et de les proposer à des marques qui sont aujourd'hui des marques phares telles que Reflet de France ou notre offre bio, également notre filière qui est un peu le porte-drapeau du bien-être animal, et puis donc d'offrir à nos clients ces innovations pour capter ces clients qui se disent prêts à investir, prêts à payer le prix, et de les accompagner et de pousser ces offres au maximum pour qu'elles puissent se déployer. Notre port Reflet de France se développe bien. On n'avait pas assez de volume, il était qu'en supermarché en proxy, il va rentrer dans les hypermarchés. On a lancé avec Louis l'innovation sexage bien-être animal. C'est une innovation à un prix très accessible à nos clients. Donc tout ça, c'est notre rôle de jouer sur cette innovation et transformation. Et puis l'étiquetage. Donc on s'est engagé, comme d'autres acteurs, à mettre en place l'étiquetage. Pourquoi? Pour expliquer. Le sujet est complexe entre une qualité de bien-être à l'abattage, au transport, le lien avec les mutilations, etc. Pour un client, c'est impossible de s'y retrouver et nos étiquettes sont beaucoup trop petites. Donc la solution d'avoir une lettre qui exprime A, B, C, D, E, un consensus sur un niveau de bien-être animal, c'est un outil indispensable. Mais il y aura plus de temps, je pense, cet après-midi sur le sujet. Le 3e pilier, la transformation. Transformer, c'est pas faire des niches, c'est pas du tout le cas. C'est transformer nos cœurs de marché. C'est transformer le poulet Carrefour qui est élevé en bâtiment aujourd'hui. Et cela, j'y reviendrai ensuite sur le poulet, mais on a choisi la voie de la concertation, de la co-construction et d'abord mettre en place une vision commune et ensuite écrire les plans de progrès. Donc on va parler dans ce sujet de lumière naturelle, de densité, d'enrichissement des milieux. J'ai pris un exemple du poulet. Comme d'autres, on s'est engagé à respecter les points du Better Chicken Commitment en 2026, mais ça a été, je dirais, plus facile pour nous de prendre la décision parce qu'on avait depuis 1 an à 1 an et demi participé aux travaux sur les grilles élevage, transport, abattage dans le cadre du LIT et de l'AEBA. Donc on avait maturé sur ce sujet, on avait échangé avec toutes les parties prenantes et on avait l'assurance que si on mettait en place un poulet niveau C, on pourrait le communiquer efficacement aux consommateurs. Ce sera fait au 1er novembre, nos premiers poulets niveau C seront dans les rayons. On a réussi à le faire d'une façon économiquement viable en discutant avec nos éleveurs, en trouvant les moyens dans le mode d'élevage, dans le mode de transformation pour compenser certains sujets qu'on a peut-être retirés de nos cahiers des charges et pour mettre en avant cette transformation. Pour finir, je vais parler du porc. On est en plein dans les groupes de travail et c'est des groupes de travail puisque je pense que ça fait à peu près 6 mois et sans mentir, je pense que toutes les semaines, on a un groupe de travail sur le sujet, avec des acteurs très volontaires, dans je dirais, une ambiance et une volonté farouche d'aboutir. Donc ce sont les ONG, ce sont les acteurs de la production, de la transformation, on parlait du jambon, ce sont donc l'INRA qui est à nos côtés, l'IFIP, et on a réussi, et je pense que pour moi, acteur de la distribution, c'est le bien-être animal, c'est le premier dossier que je vois traité de cette façon. On s'est mis tous autour de la table. On s'est tous dit, c'est fini, on ne peut pas aller chacun de notre côté, on ne peut pas pondre chacun notre joli petit cahier des charges avec une fenêtre qui est comme ça et une fenêtre qui est comme ça, c'est fini. L'enjeu est tel, le surcoût potentiel est tel qu'on ne peut que travailler ensemble.
On ne peut que aboutir ensemble à une vision commune, se mettre d'accord sur des cahiers des charges, se mettre d'accord sur des délais réalistes de transformation et avancer. Pour rejoindre un petit peu plus le sujet, la question qui m'avait été posée, quand on prend le port, quelques enjeux, et il y en a beaucoup sur le port, on a énormément d'enjeux. La castration, ça peut être un gain. Arrêter la castration, élever des mâles entiers, ça peut être un gain pour l'éleveur et pour le prix, puisqu'on donne moins d'aliments dans ce cas à l'animal. Je ne dis pas que c'est la solution à tout, parce que derrière, il faut pouvoir être sûr que ça s'adapte à toutes les filières. On a regardé la qualité de la viande, mais aujourd'hui, on le sait, aujourd'hui Carrefour, c'est 34% de porcs non castrés dans les rayons. Donc, et cela, il faut le regarder aussi, le bien-être animal, dans ce cas-là, peut être un gain. La maternité-liberté, on est arrivé à un consensus sur ce sujet. Tout le monde autour de la table est d'accord pour dire qu'il faut y aller. Tout éleveur qui aujourd'hui transforme ses bâtiments, je pense, ne se pose plus la question. Et c'est le retour qu'on a de l'IFIP, des intervenants qu'on a. Il faut y aller. La science a suffisamment avancé, la technique a suffisamment avancé pour dire que ce sujet, on a trouvé une solution technique viable qui convient à tout le monde. Par contre, ce ne sera pas demain matin. C'est-à-dire qu'il faut laisser le temps de la transformation et s'entendre ensemble sur le délai de la transformation. La coupe des queues, notre ambition à tous, notre étoile, c'est bien sûr d'arrêter de couper la queue des porcelets. Pour ça, pourquoi? Parce que c'est un très bon indicateur de ces conditions de vie. Et on sait que pour ça, on devra baisser la densité, enrichir le milieu, peut-être changer le sol. Mais on doit effectivement, comme c'était dit en introduction, regarder la pénibilité pour l'éleveur, l'impact sur l'environnement, l'impact sur la nettoyabilité, j'ai fini Louis, et l'acceptation des consommateurs. Ce sujet, clairement, va prendre plus de temps pour arriver à un consensus. Et on doit affronter ces questions pour ensemble assumer la vision qu'on va écrire et pas dans 2 ans dire « non, excusez-moi, on s'est trompé, en fait, c'est pas ce bâtiment qu'on voulait ». C'est notre responsabilité et je pense qu'on est collectivement prêt à la prendre. Bon, j'avais fait une petite conclusion, mais j'en ai une autre. Pour dire qu'il faut vraiment, oui, je pense, je réponds d'abord, oui, assurer le bien-être animal est rentable. Pour nous, c'est rentable, c'est obligatoire pour notre entreprise de prendre en charge ce point-là et pour répondre aux attentes consommateurs. On a des vraies forces en France. Aujourd'hui, en France, dans nos rayons, 72% des œufs sont issus d'élevage plein air. 31% répondent déjà du poulet répondent aux critères du Better Chicken, ce sera 70% à la fin de l'année. Dans le porc, on a quand même 5,6% qui sont élevés en bio ou en plein air, 8% en label rouge. Dans le lait, on a 55% des laits qui garantissent le pâturage. Donc on ne part pas du tout de zéro, on est déjà bien, on a déjà plein de points positifs, il faut les expliquer, il faut arriver à les mettre en valeur, et puis il faut finir la transformation en collaboration, en co-construction, sur une cible sur laquelle on est tous d'accord pour parvenir à mener cette transition dans la meilleure des façons, en gardant une offre accessible aux consommateurs. Merci. Écoutez, permettez-moi tout d'abord de dire que je suis un petit peu intimidé d'être ici. Dans un lieu où nous allons confronter des points de vue et aussi des angles de perspective. Moi, je ne sais pas si je suis l'idiot utile de la journée, mais en tout cas, je suis très certainement le breton de service. Il y en a 2. À 2, on est moins. Voilà, on va se tenir les coudes. On n'a pas le droit de se toucher. Et effectivement, ce que je voudrais dans mon petit propos, c'est de vous parler de la façon dont j'aborde ce sujet de bien-être animal, et de façon ultime du prix, mais parce que je pense qu'il faut le regarder de façon globale. Alors nous, moi je viens de la pointe du Finistère, à 600 km d'ici, en Cornouailles, près de Ménez-Drégan. Vous ne savez pas ce que c'est Ménez-Drégan. Ménez-Drégan, c'est un site archéologique où l'on a découvert l'un des plus vieux feux humains, moins 475 000 ans, où les pré-néandertaliens chassaient des éléphants, des équidés, des bovidés, des rhinocéros en contrebas. C'est là où je vis aujourd'hui. Et le lait, les œufs, le poisson, la viande sont dans notre culture alimentaire. La galette complète, c'est jambon, œufs, fromage. L'entreprise agroalimentaire que je dirige est une petite entreprise de 280 salariés. C'est un petit groupe de quelques PME. C'est une entreprise très ancrée sur son territoire, qui a été créée par mon arrière-grand-père en 1907,
Il était cultivateur, il est devenu conserveur. Aujourd'hui, et depuis toujours, nous transformons des matières premières du territoire. Ça a été des haricots verts, des petits pois, du poisson, de la viande, du porc, des algues, et aujourd'hui nous sommes producteurs de spiruline. Nous fabriquons des plats pour la Station spatiale internationale, nous avons cet honneur, et travaillons à des projets pour l'alimentation dans l'espace pour le compte du CNES. Nous faisons ainsi le lien entre les sciences et la conservation. Tout ceci n'exonère pas la réflexion du comment travailler. Et la recherche de prospérité de mon arrière-grand-père s'est transformée aujourd'hui en une démarche responsable à impact positif. Je crois fondamentalement que c'est ce que nous, chefs d'entreprise, devons faire au XXIe siècle. J'ai d'ailleurs fait réaliser une étude en triple impact de notre entreprise, impact environnemental, impact social et impact économique, présentée tout récemment. Cette démarche est structurée en 5 piliers, 14 engagements, 32 objectifs, 72 indicateurs, je vais vous en faire grâce. Mais sachez que méthodologiquement, nous avons structuré 4 communautés de progrès, une communauté d'éleveurs de porcs, une communauté naissante de pêcheurs, une communauté naissante de ramasseurs d'algues et une communauté existante depuis plus de 10 ans de cultivateurs de graines de poivre dans le golfe de Guinée. En porc, nous travaillons avec une quinzaine d'éleveurs indépendants. Je pointe ce mot, indépendants, dont une partie, je dirais un petit tiers, sont en agriculture biologique et avec qui nous travaillons à élever nos standards. Et évidemment en transparence. Et cette transparence, par ma présence ou que nous déclarons par des documents, elle vise aussi à échanger avec nos clients. Je pense à madame de chez Carrefour, bien sûr, puisqu'avant de parler des clients, il faut parler des clients. Concernant le porc, je considère, peut-être est-ce un peu basique, mais que le bien-être animal tel qu'il est, et j'en viens au prix, tel qu'il est défini par la loi est sans surcoût. Alors évidemment, on peut faire progresser la loi, mais tel qu'il est défini par la loi, il est sans surcoût. Évidemment, on le sait tous, il y a dans l'élevage parfois des déviants, comme il y en a dans certaines associations. Ces déviants méritent d'être condamnés. Les éleveurs qui ne respectent pas la loi sont aussi condamnables que les adeptes du shaming, qui est aussi une pratique déviante. Ce sont des méthodes qui ne font pas humanité. Et moi, je salue un colloque comme celui-ci parce que c'est un colloque où on se parle et j'aimerais, à titre personnel, que l'on travaille plus sur la méthode, que l'on échange sur les méthodes et pas uniquement sur les objectifs. Améliorer le bien-être et la bientraitance animale, j'y suis évidemment très favorable et toutes les personnes avec qui je travaille au quotidien y sont favorables. L'éleveur au premier chef. Mais augmenter ce bien-être, ou en tout cas le faire progresser, augmente très significativement les coûts. Très significativement les coûts. Je prends un exemple, un bâtiment de modèle bien-être par rapport à du standard qui est 2 fois plus cher, assez facilement. C'est pour se donner des ordres de grandeur. Mais par contre, ce qui n'est pas encore évalué, c'est la pénibilité. Qu'en est-il de la main-d'œuvre? Qu'en est-il des risques sanitaires? Et donc des mesures, par exemple, de biosécurité qu'il faudra prendre. Ici ou là, moi je lis qu'il s'agirait de quelques centimes, ce n'est pas sérieux. Le porc conventionnel, encore une fois, pour donner des ordres de grandeur, et je ne me place pas sous l'angle du bien-être animal, le porc conventionnel, c'est de l'ordre d'1,50 € du kilo. Le porc bio, on est à 3,80 €. Porc castré, en bio. Et donc, de nombreux référentiels, et même bio ou d'autres, autorisent la castration. Et pour revenir sur le sujet de la castration, l'arrêt de la castration est évidemment aussi un gain économique. Ça a été pointé, mais derrière, ça génère des conséquences, et Madame l'a légèrement effleuré. Savons-nous gérer le sujet des carcasses malodorantes? C'est un vrai sujet économique, c'est un vrai sujet. Donc,
personnellement, je pense que ce sujet qui est d'une grande complexité, mais dont on a la volonté de s'y atteler pour du progrès. Moi, le progrès, je souhaite qu'on le regarde comme une approche globale. Je suis perturbé au même moment, même si ici on parle de bien-être, quand on fait la queue pour un nouvel iPhone, quand 50% de la viande label rouge est vendue en conventionnel. On fait la queue pour le nouvel iPhone alors qu'on vend 50% de viande label rouge en conventionnel. Ça me perturbe. Les schémas économiques ne fonctionnent pas. Et on regarde ailleurs, et je ne parle pas de CO2, etc., parce qu'on accuse les filières viande et poisson d'être des émanateurs de CO2, alors que les achats et les usages Internet et technologie sont supérieurs en rejet de CO2. Voilà, et le sujet, je suis désolé, c'est le sujet du climat qui me fait peur. Personnellement, je suis un adepte du développement durable tel que défini par l'ISO 26000 et c'est cette question centrale et je souhaite personnellement vraiment qu'on y travaille avec méthode autour de cette question, de ces 7 questions centrales parce que c'est ainsi qu'on peut aborder le sujet des parties prenantes, c'est ainsi qu'on peut aborder le sujet de l'environnement, c'est ainsi qu'on peut aborder le sujet du bien-être animal. Bien sûr, c'est beaucoup plus difficile, c'est beaucoup plus lent, mais je considère qu'il faut tout attaquer de front. Parce que, en concentrant le tir sur un seul sujet, alors, pardonnez-moi, le sujet, quand même, ça mérite quand même des sous-ensembles et des sujets particuliers, mais en se concentrant et en mettant trop d'intensité sur un sujet, on risque de déséquilibrer le reste. Alors, sommes-nous prêts à payer pour tout cela? Je le crois. Je le crois. Mais il faut y aller progressivement et faire humanité ensemble pour résoudre ces problèmes. Et enfin, je voudrais citer Henry Ford qui rappelait qu'une entreprise qui ne pense qu'à gagner de l'argent est condamnée, mais une entreprise qui ne gagne pas d'argent est également condamnée. Je ne peux que souscrire à votre dernière remarque, une entreprise qui ne gagne pas d'argent est condamnée. Alors, je voudrais poser à chacun d'entre vous la même question pour une réponse rapide. Nous avons tous évoqué une demande croissante de consommateurs pour des produits de qualité, cette qualité intégrant une dimension bien-être animal. On a aussi souligné qu'il y a une demande premier prix. Et les animaux qui alimentent la demande premier prix et ceux qui alimentent la demande de qualité ne sont pas différents dans leur sensibilité. Et donc, ma question, c'est comment peut-on, pour le premier prix, rendre compatible l'objectif que ceux qui sont dans cette filière gagnent leur vie et donc puissent poursuivre leur activité, et la satisfaction de cette demande premier prix. Et je propose que l'on démarre dans le même ordre. De toute façon, oui. Voilà. Je n'ai pas le choix, je ne peux pas dire non. Mais voilà. En essayant de répondre à la question qui est évidemment pertinente, je ferai quand même juste un petit bémol. La demande croissante de qualité avec des S, incluant ce qu'a dit Louis sur le bien-être, toutes les demandes sont croissantes en fonction de la qualité. C'est très rare de trouver dans le monde économique, que Louis connaît mieux que moi, mais c'est pas pareil d'avoir une demande et une expression de la demande versus que le consommateur soit prêt à payer pour celle-ci. Et c'est là qu'est le problème. Évidemment. Oui. Non, mais c'est clair que ma question, c'était pour les consommateurs qui ne peuvent pas ou ne veulent pas payer plus que le premier prix qu'ils trouvent dans le magasin considéré. En économie publique, je vais répondre comme ça, après je vais laisser les entreprises répondre. Il y a légitimité à subventionner les consommateurs. Aujourd'hui, nous, on intervient dans l'Union européenne de façon générale, on aide les producteurs par la PAC
Et puis, on n'aide pas vraiment les consommateurs, même s'il y a des choses que l'on met par exemple en France au moment des rentrées, etc. Mais on leur donne des revenus additionnels. Et si vous regardez par exemple la politique américaine, agricole et alimentaire, les Américains interviennent beaucoup en aidant la consommation. Ils ont une politique dite de coupons qui s'étend en milliards de dollars. Et du coup, si vous augmentez le bien-être, c'est ce que j'ai voulu dire tout à l'heure, le risque premier, c'est d'accroître les inégalités d'accès à l'alimentation. Et tout le monde souhaite avoir la meilleure alimentation possible et le meilleur accès. Et donc, la meilleure manière de faire ça, c'est de subventionner les consommateurs pour l'achat par rapport à cette qualité. Et ce qui suppose qu'on revoie complètement la manière dont on intervient par la PAC, qui soit plus simplement agricole, mais agricole et alimentaire. Et c'est ce que veut faire un peu la Commission européenne dans le pacte du Green Deal, et je pense qu'il faut soutenir ça. Merci. Séverine. Alors, plusieurs points. Un, l'éducation du consommateur. Je pense qu'il a différents moyens de subvenir à ses besoins nutritionnels. Et qu'il y a peut-être des habitudes, et je crois que c'est le WWF qui avait fait une étude qui montrait qu'on pouvait, en modifiant la composition du panier, subvenir correctement à ses besoins nutritionnels avec des plus hautes valeurs ajoutées individuelles des produits sans hausse du coût. Donc, et je pense qu'on a un enjeu majeur sur ce sujet, c'est comment on diversifie. On a parlé de flexitarisme, enfin, il ne faut pas se voiler la face. Je pense que c'est un des sujets et par ce moyen, on pourra répondre à combler les besoins nutritionnels des consommateurs tout en maintenant son panier. L'évolution du standard. Les filières, les projets filières, les contrats filières sont en cours. Elles se sont engagées à faire évoluer et intégrer notamment le bien-être animal dans les plans filières. Clairement, si on s'est tous engagés au Better Chicken en 2026, ça veut dire sur le papier qu'en 2026, le poulet standard sera Better Chicken. Donc l'offre sur le marché standard aura évolué. Bon, c'était les deux points que je voulais souligner. Merci. Merci. Loïc Hénap. Votre question n'est pas évidente. Il y a effectivement ce que disait Madame, la modification du panier et de la ration et de ce que l'on consomme. Et effectivement, il y a quand même un lien assez direct entre viande de premier prix et ce que j'appelle la viande cachée, c'est-à-dire que la viande que vous ne souhaitez pas forcément consommer. J'ai rien contre le chorizo, mais c'est cette petite tranche de chorizo sur une pizza que vous n'avez pas choisi forcément d'acheter. C'est ces trois petits lardons qui se promènent en duel quelque part sur un produit de snacking et très urbain. Donc cette viande-là, cette matière-là est forcément de qualité faible. Voilà. Et donc je pense qu'un sujet, c'est de consommer en conscience et d'essayer d'éviter cette viande de mauvaise qualité ou ces matières de mauvaise qualité qui, évidemment, sont probablement d'un premier niveau en termes de bien-être animal. En fait, ce que je voulais surtout dire, c'était que qu'est-ce que c'est que du premier prix ? Il me semble que le premier prix est défini comme étant un produit sain, légal et marchand. Et que toute qualité supérieure à sain, légal et marchand n'en fait plus un produit de premier prix. Et donc, il faut d'abord que ce soit un produit sain. Donc, un produit sain, est-ce que vaut-il mieux une viande de qualité première ou une viande de substitution dite ultra transformée? J'ai ma réponse. Marchand, donc ça veut dire voilà, donc, qui répond à un certain nombre d'obligations, et puis surtout légal. Et je crois que c'est le sujet sur lequel votre fondation se focalise beaucoup, donc c'est de faire évoluer la réglementation, puisque le bien-être animal est intégré à la réglementation. C'est vrai, mais reconnaissons que la légalité n'est pas la même dans tous les pays, le contrôle de la légalité n'est pas le même dans tous les pays, bien sûr. Et qu'en revanche, la circulation est ouverte entre des pays ayant sur ce point des pratiques extraordinairement différentes. Oui, bien sûr. Et que c'est un sujet.
Je voudrais remercier cette table ronde, mais demander que vous restiez sur scène, puisque nous allons avoir la partie débat.